Les temps modernes de 9h05 à midi. Réplique. Voix du silence. La mémoire en chantant. Grand angle. De 9h05 à midi, les temps modernes. Réplique. Alain Finkielkraut. Cela fait longtemps que je souhaitais consacrer une émission de réplique au cinéma. Nous avons parlé ici même de la sculpture, de la peinture, du théâtre, de tous les arts visuels, sauf le film. L'occasion de combler cette lacune m'a été fournie par un article de Pierre Billard paru dans Le Point au début du mois de septembre. Cet article, sévère, prend à contre-pied l'optimisme relatif des critiques de cinéma aujourd'hui. Au moment, en effet, où ceux-ci se réjouissent de voir paraître des films français originaux dans un contexte international de plus en plus standardisé, Pierre Billard dit que les films français d'auteurs tels Mélo, Le Rayon Vert, La Puritaine sont menacés d'asphyxie maniériste. Et, ajoute-t-il, l'avenir appartient soit à des comédies en phase sur l'air du temps, comme Trois hommes et un couffin, soit, davantage, à des grandes productions ambitieuses, comme Jean de Florette, Autour de minuit, ou bien encore Le nom de la rose, d'après Umberto Eco, qui doit paraître bientôt. Alors, il y a la matière à débat, c'est pourquoi j'ai invité Pierre Billard, qui est directeur adjoint du Point, et Serge Danet, qui est critique à Libération et qui vient de publier un ensemble de chroniques parues d'abord dans ce journal, dans un livre intitulé Ciné-Journal et publié par Les Cahiers du cinéma. Ma première question ira tout naturellement à Pierre Billard. En lisant, Pierre Billard, votre article avec toute l'attention qu'il mérite, j'ai eu le sentiment que vous mêliez, comme si ça allait de soi, le point de vue du critique et le point de vue du producteur. Le point de vue du critique, c'est de dire, comme vous le faites, qu'un film comme Mélo est maniériste. Le point de vue du producteur, c'est de dire il faut que le cinéma français regagne de vastes audiences internationales. Or, si l'on admet un instant que Mélo est effectivement un film maniériste, que personnellement je ne crois pas, on peut dire que Resnais a fait des films qui ne l'étaient pas et qui en même temps ne s'adressaient pas à des audiences aussi vastes que par exemple Jean de Florette, The Mission ou Color Purple. Autrement dit, il y a une tension dans le cinéma comme dans toutes les industries culturelles entre les critères esthétiques et les critères commerciaux. Alors, selon vous, Pierre Billard, cette tension est-elle aujourd'hui caduque ? Non, non seulement elle n'est pas caduque, mais je pense qu'elle n'a sans doute jamais été aussi, je ne dirais pas aussi forte, mais aussi claire, aussi clairement définie, aussi visible. Vous avez dit que je mêlais le point de vue du critique au point de vue du producteur. Je conteste un peu le mot producteur. Je mêle sans doute des considérations qu'on a l'habitude de prendre isolément, qui relèvent soit de l'attitude critique, du jugement esthétique, de valeur sur les films, leur intérêt, leur valeur, où ils se situent, etc. Et un regard général sur le cinéma, comment il évolue et ce qui le menace. Moi, je crois qu'il est normal, légitime et souhaitable de mélanger les considérations globales, et y compris les considérations économiques, au jugement esthétique qu'on porte sur le cinéma. Et je pense que c'est un défaut, un manque du jugement critique français en général, de ne pas
intervenir sur ces différents plans simultanément. Et c'est quand vous faites référence au fait que Resnais, en d'autres temps, a fait des films qui seraient tombés sous le même jugement, c'est vrai, c'est possible. Mais ce que j'ai voulu mettre en évidence par cette remarque un peu polémique que vous avez citée, c'est qu'il y avait une convergence en au moment de cette rentrée de l'automne 1986, d'un certain nombre de films qui, au moment où cet article paraissait, faisaient l'objet d'une espèce d'exaltation globale de mes confrères et des journaux, comme témoignant d'une merveilleuse épanouissement du cinéma français, alors qu'on pouvait considérer, au moins, que, quelle que soit leur qualité, ces films témoignaient aussi d'un essoufflement formel qui portait en lui ses venins, ses périls. Voilà, c'est pour ramener cette remarque à son sens ponctuel de la date à laquelle cette remarque était faite, compte tenu du contexte de cette semaine-là. Je ne prétendais pas avoir une valeur universelle, n'est-ce pas? Mais au moment où j'écrivais ça, où je publiais ça, nous étions 8 jours avant le Festival de Venise, ou la première semaine du Festival de Venise, dans un moment de grande exaltation à l'égard de la sélection française de Venise et d'un certain type de production française, dont, si nous reparlons de ces films en détail, je suis tout prêt à convenir que certains d'entre eux ne manquent pas de qualité, loin de là, mais qui globalement ne justifiaient pas cet enthousiasme global et d'être pris comme témoignant d'un formidable essor de créativité du cinéma français, et il me semble que l'on masquait bien de leurs insuffisances. Serge Danet, vous voulez peut-être répondre à cela? Oh, c'est compliqué, je crois que malgré l'envie légitime qu'on aurait d'en découdre avec Pierre Billard, enfin, vous on pouvez sera... le faire, en tout cas. Non, mais il faut aussi aider un petit peu l'auditeur. Je pense qu'on serait d'accord sur l'ensemble. Ce qui m'agace, c'est le faux optimisme. C'est-à-dire que très très globalement, le cinéma s'éloigne. Mais globalement, la crise, elle n'est pas au niveau du cinéma d'auteur, elle est au niveau du cinéma dit normal, dit commercial. C'est lui qui est une très grande faiblesse. Donc disons... Le cinéma s'éloigne, qu'est-ce que vous entendez? Oui, le cinéma s'éloigne. Le cinéma tel qu'on l'a connu depuis le début du siècle, en tant qu'il a une histoire, est quelque chose qui se rétrécit, qui s'éloigne. Donc disons, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les rats quittent le navire. Donc disons, les plus grandes colonies de rats, c'est-à-dire le grand public idéal de l'après-guerre des années 50, a quand même déserté très très progressivement les salles. Bon, les raisons sont assez connues, il y a la télévision, etc. Et puis après, il y a eu une sorte de prolongation, surtout dans le cas français. Donc il y a eu cette hypothèse de la réessai, il y a eu cette tradition française d'un cinéma toujours un petit peu coupé des masses, qui est vraiment très, 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 très ancienne. Et puis, même cette chaloupe-là, une fois que le bateau a été coupé, il y avait une chaloupe, et cette chaloupe, elle aussi, est menacée. Alors, c'est là qu'il y a un point de déontologie, parce que on peut dire, moi je fais toujours ce bilan très, très pessimiste, et en même temps, en espérant que du désastre, quelque chose d'intéressant va naître, quelque chose de vivant va naître, on peut toujours faire ce bilan que très, très, très globalement, au niveau mondial, disons, hein, le cinéma est quelque chose qui est un peu essoufflé. Bon. Et puis, il y a quelque chose là qui ne relève plus de l'analyse globale ou méta-historique ou économique, etc., il y a encore des choses qui sont vivantes, qui ont de la qualité, et particulièrement en France. Alors moi, je dirais plutôt, il y a une sorte de résistance du cinéma, alors, appelons ça du cinéma plus personnel ou du cinéma d'auteur, ou d'art et essai, qui s'est focalisé en France depuis la Nouvelle Vague, qui continue. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais c'est là, ça continue. Alors, quel nom vous donneriez à cette résistance aujourd'hui? Il ne faut pas de nom, vous pensez? Enfin, c'est comme vous C'est voulez. la résistance au discours de Billard, je dirais. Non, mais, C'est-à-dire que c'est la résistance... je veux dire, quel nom? C'est qui la met en avant, qui la concrétise, qui la personnifie? Ça va de la Nouvelle Vague, donc 60, donc c'est les mêmes, parce qu'ils sont en général encore vivants, donc c'est toujours Romer, Godard, etc., plus des gens tout à fait surprenants qui arrivent, ou qui reviennent comme Cavalier, ou qui commencent comme Olivier Assayas, ou qui continuent comme Stévenin, ou qui émergent comme Frocoutaz. La liste des cinéastes français, tous, disons, des cas de figure, en général assez paradoxaux et assez
assez bizarre et est énorme. Mais en fait, ça a toujours été ça, le cinéma français. Moi, j'ai pris conscience de ça graduellement. Ça a toujours été un cinéma un peu de tir au flanc et un peu d'exception. La règle dans le cinéma français a toujours été moins intéressante que les exceptions, ce qui est le contraire du cinéma américain, où la règle est plus intéressante que les exceptions, qui d'ailleurs sont assez rares. Donc ça, c'est une sorte de... Mais alors là, il me semble qu'il y a un gros désaccord entre vous, puisque, il me semble-t-il, Pierre Billard dit dans cet article, encore une fois, que l'avenir appartient à des films comme Jean de Florette. C'est des films invisibles, parce que Pierre Billard oublie qu'il a été critique de cinéma. Il ne peut convaincre personne, jamais, nulle part, ni une fourmi qui passerait par hasard dans ce studio, que Jean de Florette est un film visible. On ne peut pas. Donc, quand je disais déontologie, je disais ça. Je veux dire, moi, je veux bien dire que ça coule, je ne veux pas dire que Jean de Florette sauvera quoi que ce soit. Je veux dire que ça, alors si une partie du cinéma français a coulé depuis très très longtemps, et c'est parce que justement elle avait coulé qu'il y a eu cette sorte de tentative d'un cinéma un peu plus personnel, c'est bien les grosses machines. Je veux dire que depuis Les Enfants du Paradis, on n'a vraiment rien vu de décent là-dessus. Donc tant pis, alors là je dirais à la Duras que le monde aille à sa perte. On ne peut pas faire semblant d'aimer un film qu'on n'aime pas. Pierre Billard. C'est-à-dire que c'est difficile de répondre au péremptoire d'Anésien parce que je me sens excommunié avant même d'avoir pu dire ma prière. Allez-y. Bien qu'on ait un gros désaccord là sur lequel je veux revenir, je voudrais dire qu'au tout début de son intervention, Serge Danet a dit une chose que je crois tout à fait juste, qui effectivement, moi je n'ai pas dite. Il a dit ce qui va mal, c'est le cinéma commercial. Moi, je crois tout à fait ça. Oui. Alors, c'est même ce que j'essaye de dire, mais alors je ne l'ai pas dit de cette manière aussi claire au formel. Mais il est bien évident que moi, je ne considère pas comme un signe terrifiant de la vie du cinéma français que René fasse Mélo ou que De Ville fasse Le Paltoquet. Je considère comme inquiétant que ce cinéma aussi clos sur ses formules maniéristes et ratatinées soit la fleur du cinéma français du moment. Et effectivement, on peut dire que le cinéma que j'ambitionne, un cinéma qui serait plus élargi dans ce qu'il essaye de transmettre, plus communicant, avec porteur de plus d'émotions, porteur de plus de sens, que ce cinéma-là, c'est au cinéma commercial, en tout cas dans un sens qui n'est pas vil, c'est-à-dire essayant de toucher davantage de gens, ce cinéma-là qui devrait l'engendrer, qu'il ne l'engendre pas en ce sens-là. Je crois qu'on y revienne tout à l'heure. Je crois effectivement que le cinéma qui est le plus en panne chez nous, c'est un bon cinéma commercial, un cinéma qui a... Si vous posez la question à quelqu'un... Serge Danet. Qu'est-ce qu'il y a eu comme films commerciaux, marrants, bien faits, etc. dans les 2-3 dernières années? Les gens donnent un titre, et d'ailleurs tout à fait justifié, c'est Les Ripoux. Si on leur demande quels sont les films un peu intéressants, auteurs, etc., il y a quand même 5-6 titres au moins. Donc le problème du cinéma français, c'est qu'on fait une fois tous les 2 ans Les Ripoux. Or, le cinéma français, s'il était, comme dit Billard, avec une bonne santé, disons, moyenne, dans son centre, il ferait un Ripou par mois. Donc le problème, il est au niveau des Ripoux, il n'est pas au niveau de René et compagnie. Sinon, on va simplement excommunier ce qui reste de types qui simplement ne se sont pas couchés. Alors ça, c'est vraiment pas beau. Oui, mais alors maintenant, je reviens à l'offensive, au canon, après cet échange à l'épée de Serge Danet, sur le fait que personne ne peut dire que Jean de Florette est un film visible. Alors déjà, on peut dire... Personne ne le défend. On doit dire que c'est un film... Ni ceux qui l'ont fait, ni ceux qui le voient, ni ceux qui l'aiment. J'ai pas lu ni entendu une seule phrase où on sente un intérêt pour ce film. Y compris Depardieu, y compris Montand, y compris Berry. C'est un signe, ça. On fait des grosses machines et on ne les aime pas. Les gens les voient parce qu'ils n'ont pas le choix. Les gens qui vont plus au cinéma, ils vont voir un film par an. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Jean de Florette. Alors c'est un drôle de public, ce public quasiment disparu. Mais les gens qui aiment le cinéma, Et Pierre Billard. Alors, moi, je ne peux pas accepter ce pilonnage, n'est-ce pas? Moi, je trouve que Jean de Florette est une entreprise tout à fait légitime, souhaitable, et qui trace une voie nécessaire dans le cinéma français. Si Serge Danet s'en prend au niveau de réussite de ce film-là, mais alors au niveau de l'amour et de la passion
quand on est allé de sur le tournage, comme quand on parle, alors je ne sais pas, on n'a pas rencontré franchement ni Claude Berry ni Yves Montand le même soir, mais moi j'en ai entendu parler par eux avec une émotion même que je leur ai rarement vu mettre à aucune de leurs entreprises. Je connais des gens qui ont vu ce film avec... Enfin, le nombre de gens qui vont se précipiter le 14 novembre voir la deuxième partie va quand même témoigner que quand ils sont allés à la première, ils n'en sont pas sortis avec le sentiment du devoir accompli et en se disant, bon, on a compris, on n'y foutra plus jamais les pieds. Et puis... On ne peut pas, d'un jugement esthétique qu'on l'on porte sur un film, conclure que ces entreprises sont à bannir, à éliminer. C'est une formulation. Mais vous allez beaucoup plus loin que ça. Radicale. Vous dites non seulement qu'elles ne sont pas éliminées, vous dites vous les proposez comme des exemples pour sortir le cinéma français de la crise. Oui, alors je reprends le mot d'entreprise. Moi, je crois qu'un film comme Jean de Florette, que j'avais vu à l'époque où j'écrivais cet article, ou qu'un film comme Le Nom de la Rose, que je n'avais pas vu. Et que vous avez vu depuis ? Et que j'ai vu depuis, oui. Pourquoi j'inscrivais Le Nom de la Rose avec Jean de Florette, un film que j'avais vu, un film que je n'avais pas vu. C'est que dans leur principe, ces films me paraissent d'un type de nature à renforcer un cinéma français qui ne peut pas n'être créatif que dans ses marginalités. Et le cinéma que défend plus spécialement Serge Danet, et que moi je ne veux pas attaquer en disant qu'il faudrait le supprimer ou qu'il est menaçant ou qu'il me gêne, dont la créativité me paraît un bon signe de la vie du cinéma français. Ce qui m'inquiète dans ce cinéma-là, c'est qu'il soit le seul à tenir la scène, le seul à être l'objet de notre réflexion, et que le cinéma qui ambitionne avec une base intellectuelle, artistique, créative, sérieuse, d'apporter plus d'émotions à plus de gens, n'est-ce pas ? Ce qui, franchement, alors, n'est pas le cas du paltoquet. Vous ne me ferez pas croire que quand Michel Deville, un homme aussi fin et aussi intelligent que Michel Deville, fait le paltoquet, il croit qu'il va émouvoir par quelques bouts des tripes un public quelconque qui peut penser qu'il va... 100 000 entrées sur Paris. 100 000 entrées sur Paris pour un film comme ça, c'est un petit signe. Ça, c'est un vrai symptôme. C'est pas mal. Mais peu importe. Voilà le type de raisonnement qui mène le cinéma français à sa perte, c'est que quand on prend le petit fonctionnement de ce cinéma, il y a toujours quelqu'un pour vous dire comment, mais vous savez, ce film-là qui avait l'air si abstrait ou si anti-public, il a réussi à faire 83 000 entrées. On n'aurait jamais imaginé qu'il ferait un chiffre pareil. Peu importe, c'est parce que vous n'avez pas l'imagination des grands chiffres. Je ne l'ai pas vu. Parce que vous n'avez pas l'imagination des grands chiffres. Il n'est pas légitime de... Mais non, il n'est pas légitime Je suis sûr que quand on fait un film qui fait ce type d'entrée, et dont vous dites vous-même que ce type d'entrée est inespéré, c'est un symptôme. On n'a pas cherché à élargir le champ. Je ne parle pas de son public, je parle de l'émotion qu'on apporte, de l'enseignement, de la persuasion, et qu'on s'est résolu d'avance à admettre que ça irait le voir qui irait le voir. Et moi, je crois qu'il est important, dans l'acte de création, d'essayer d'aller vers davantage de gens. Pas de faire du commercial, c'est-à-dire parce que les recettes seront plus grandes et qu'alors on aura plus d'argent. Non, que dans l'acte créateur, c'est important de penser à celui pour lequel on fait. Je voudrais vous poser à l'un et à l'autre une question sans doute naïve. Ces films commerciaux qui ont pour vocation d'aller vers beaucoup de gens, il se trouve qu'ils sont en même temps de plus en plus chers
Et que ce prix qu'il coûte, d'ailleurs, devient un argument promotionnel. Oui. Ça a été un argument promotionnel inouï pour Jean de Florette. On a eu l'impression, d'ailleurs, d'un acte comme ça, de bizarre civisme, des gens qui disaient, mais ça a coûté si cher que ça à la France, il faut aller rembourser, donc je vais acheter mon ticket. D'ailleurs, il est probable que les gens ne soient pas forcément ennuyés en faisant cet acte. Mais pourquoi ? Pourquoi faut-il aujourd'hui, pourquoi l'idée de cinéma commercial est-elle aussi, et alors en Amérique c'est bien pire, aussi associée à l'idée de cinéma très cher ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, je sais que c'est un véritable problème, un problème d'autant plus grave, Pierre Billard, que lorsque vous dites l'avenir appartient à ces films-là, est-ce qu'il restera même un tout petit peu d'argent pour en faire d'autres ? Serge Danet et Pierre Billard. L'économie dans le cinéma, c'est quelque chose de complètement irrationnel et fantasmatique. Le cinéma a une drôle d'économie. C'est un secteur où la loi de l'offre et de la demande ne joue pas. Donc, ce qui caractérise une cinématographie, là il faut être un petit peu bataillin, là, c'est ce qu'elle peut gâcher. Il y a donc deux types de gâchis dans le cinéma qui ont toujours existé. Il y a un gâchis au sommet, il y a un gâchis à la Cécile B2000, un gâchis à la Coppola, un gâchis à la Berry. Et il y a des petits gâchis, quand c'est le bonhomme qui se gâche lui-même, disons Eustache. Bon. Ça a toujours existé en même temps. Je dis ça parce que je voudrais absolument pas apparaître comme celui qui défend les petits contre les gros. Enfin, à l'IB, c'est vraiment pas ce qu'on fait. Bon, hein. Mais prenons les choses un petit peu plus haut. Donc, il y a la qualité du gâchis, ou il y a ce que le gâchis dit de la culture qui l'a produit. Cécile B2000, ça avait sa logique. Hollywood, ça avait sa logique. On gâchait beaucoup. Et les gens aimaient bien. Les gens aiment bien, quand ils vont au cinéma, savoir que ça coûtait très très cher. Ils ne sont pas du tout puritains ou moralistes. Ils aiment bien l'idée qu'on a mis beaucoup d'argent là-dedans. Ça les impressionne beaucoup. Et puis, il y a une petite partie plus faible, mais historiquement assez forte quand même, qui aime bien que le gâchis, là, joue au niveau d'un bonhomme. La vie de Jean-Luc Godard, c'est une sorte de carburation personnelle assez étonnante, une sorte d'équilibriste qui rebondit tout le temps, etc. Dans la situation actuelle du cinéma français, quand c'est au niveau d'un film qui ressemble à quelqu'un, disons, appelons ça un film d'auteur, c'est encore compréhensible. Quand c'est au niveau de Jean de Florette, il y a quelque chose qui est dérisoire, parce que pour pouvoir gâcher, il faut avoir beaucoup de réserves. Et les seules réserves qu'on peut avoir dans le cinéma commercial, c'est des réserves d'ordre mythologique. Si les Américains continuent à avoir la main mise sur l'ensemble de la distribution mondiale et malgré leur décadence, eux aussi assez forte, continuent à faire des films qui cassent la baraque, c'est parce que tout simplement ils renflouent les mythologies, je dirais évidemment plutôt à droite et à l'extrême droite, car ça fait aussi partie de notre sujet, ça. Donc ça donne Rambo. Je ne vois pas qu'en France on puisse faire Rambo. Je ne vois pas qu'en France on puisse mettre en scène d'une manière somptueuse et esthétiquement intéressante, donc disons plutôt Visconti ou plutôt les dernières tentatives qu'il y a eu dans le cinéma européen haut de gamme, de mettre en scène du gâchis. C'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent pas simplement voir des bons films qui les font marrer. Il y a une dimension symbolique dans la consommation populaire de cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, Jean de Florette, c'est de l'imposture, puisque personne ne comprend que ça coûtait si cher. Il y a quand même un mât de Provence, 3 herbes. Je veux dire, Pagnol faisait ça pour très peu d'argent, c'était beaucoup plus beau. Donc, il y a une mauvaise qualité de la partie somptuaire du cinéma. Je dis bien somptuaire. Et là, je parle en termes d'entreprise, pas en termes d'auteur. Berry n'est pas un auteur. Et ça, c'est très embêtant parce que ça a aussi des répercussions économiques. Donc moi, je renverrai à Billard son articulation esthétique économique. Je veux dire, Dieu sait si au Cahier et même à l'IV, on est attentif à ça. Mais nous, on ne le prend pas au niveau de la corporation ou au niveau d'ailleurs assez indécidable où se place Pierre Billard. On ne sait pas si c'est un critique, si c'est quelqu'un qui a du pouvoir dans le cinéma, ou si c'est un lobby, ou si c'est... On ne sait pas qui parle, finalement. Moi, je trouve que c'est toujours lié. C'est toujours noué d'une façon impitoyable dans les films, et il y a des types de nœuds qui ne fonctionnent pas. Alors, il y a quelque chose qui tient à l'histoire de la France. Il faut parler un peu politique, je sais pas. Il n'y a pas de grandes histoires dans le cinéma, en France. Alors, on peut, et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on voit dans tout le style des jeunes cinéastes. Là, je ne parle pas de Berry, je parle plutôt de Benex et compagnie. Il y a une sorte de planche de salut esthético, économico, air du temps, etc., qui est de refaire une sorte de réalisme poétique à l'ère du clip, à l'ère de la pub, ce qui donne 37.2, qui est d'ailleurs un film pas totalement nul, je trouve. Ça, c'est une des soupapes de sécurité nostalgique, elle aussi, du cinéma français. C'est refaire quand même le cinéma de l'occupation, c'est de refaire le cinéma de studio, c'est de mettre en scène une sorte de grande machinerie, mais culturelle,
toujours culturel. Il faut Pagnol pour qu'il y ait Berry. S'il n'y a pas Pagnol, on perd l'une de nos rares références populaires littéraires. Donc c'est un petit créneau, je dirais. Alors qu'inversement, le créneau des auteurs, il durera ce que durera les auteurs. Ces gens-là, ils vont mourir, n'ayez pas peur. La nouvelle vague, c'est quasiment fini. Godard va finir par arrêter de vous faire chier. Donc à un moment, vous allez avoir une suite de ça. Donc il y aura des petits bonshommes, il y aura Stévenin, il y aura Assayas, et puis ils dureront ce qu'ils dureront. C'est pas pour faire le pessimisme, mais c'est pour arrêter de dresser des tableaux qui arrangent tout le monde, qui disent que des clichés et qui ont un côté tapis. Je veux dire, c'est pas le cinéma, c'est pas, heureusement, c'est pas tous au coude à coude, on va faire revenir les gens qui n'allaient plus dans les salles. Dans les salles, ces gens-là sont ravis avec la télévision. La télévision est bien plus intéressante que le cinéma pour cette partie commerciale. Et de toute façon, la vidéo existe. Le problème, c'est que va devenir ce qui avait de la valeur dans l'ancien paysage. Et cet ancien paysage était fait de deux choses. D'une tradition d'acteurs, disons, d'un cinéma commercial qui tenait aux acteurs, qui est plutôt en perte de vitesse, C.F. Liripoux, et d'une tradition assez typiquement française, née de l'après-guerre, qui est, de manière assez ambiguë, une volonté des gens de la Nouvelle Vague de continuer le cinéma et même de vouloir faire des films commerciaux, puis de la compréhension que ça ne marcherait pas, qu'il fallait qu'ils s'arc-boutent pour faire leur truc à eux, qui durera ce que ça durera. Ça finit quasiment partout ailleurs. Il n'y a pas de cinéma d'auteur en Italie, ça s'est arrêté tout d'un coup. Il n'y en a plus en Angleterre, ils ont choisi la télévision. En Allemagne, ça a été une flambée. Au Japon, Oshima, il tourne ici. Aux USA, ça n'a jamais existé. En Inde, qui est le plus gros producteur du monde, Ref est encore la figure d'un pionnier atrocement en avance sur son temps. Donc, c'est une particularité française. Alors, est-ce que c'est le mal français pour parler comme Perfit? Moi, je veux bien. Sauf que le bien français. Dans le domaine culturel, dont moi je m'occupe un peu à Libération, je vois ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, nulle part la culture française marque des points considérables. Il y a quelque chose qui résiste, qui fait que Romer s'intéresse à New York et Jean de Florette, à mon avis, pas. C'est ce qui reste de cinéma français. Quant à la suite de ça, il faudra passer par des métamorphoses. Il faudra se poser la question de la télé, de la vidéo, des nouvelles images. Mais on ne va pas refaire les Enfants du Paradis dans la France de Le Pen. Mais le plus pessimiste de nous deux sur le cinéma, c'est quand même vous. Oui. C'est moi, absolument, oui. Parce que moi, qui n'essaye pas d'éradiquer le cinéma dont nous parlons là, enfin le cinéma qu'on a convenu d'appeler cinéma d'auteur dans cet entretien, tout en connaissant l'ambiguïté en même temps, tout le monde quitte le navire, donc vous n'êtes pas le seul. Non, mais moi, je ne vois pas quel navire je quitte, mon vieux. C'est un navire que vous avez contribué à lancer. C'est vous qui quittez le navire du cinéma français, puisque vous acceptez comme un destin contre lequel on ne peut pas lutter, qu'il retrouve la vision plus large, le contact plus large, la créativité plus large qu'il a eue aux époques que vous avez citées, qui ont précédé la Nouvelle Vague. Non pas que la Nouvelle Vague, elle, ait coupé cette branche-là, ce qui serait évidemment absurde, mais la branche du cinéma français élargie, enfant de Renoir et de Carnet, s'est trouvée s'appauvrir entre 45 et 60, ce qui est fait qu'au moment où est apparue cette nouvelle façon de faire du cinéma, l'autre s'était desséché, etc. Mais le cinéma qu'a fait la Nouvelle Vague dans les années 58, 60, etc. Le cinéma, disons, né des 400 coups et d'À bout de souffle, était un cinéma beaucoup plus humain, beaucoup plus récréatif, si je puis dire, beaucoup plus diversifié, même si il a beaucoup choqué sur le moment. Parce Bande à part hier à la télé, c'était très émouvant. Il apportait des formes de langage tout à fait différentes, qui fait qu'on n'a pas toujours perçu cette vertu-là, mais on l'a revu dès qu'on s'était un peu habitué, dès que l'œil s'était un peu habitué. Et ces vertus-là, les mêmes ou leurs enfants d'aujourd'hui, eux aussi ont fait s'étioler ces vertus récréatives, humanistes. Et du coup, on atteint, y compris dans ce secteur-là, y compris en dépit de sa créativité intellectuelle, volontariste, un dessèchement. Moi, je suis d'accord. Qui, au lieu qu'elle pousse, comme c'est le cas chez vous, à un pessimisme généralisé, d'une part, le commercial, il est mort et puis ça c'est fini, et d'autre part, le créatif, il est en train de se dessécher lui-même, peut pousser à mener une bagarre pour tenter de retrouver... Alors d'accord, on ne refera jamais l'Enfant du Paradis, je ne le formulerai pas sous cette forme rétro, mais à retrouver des sillons dont je pense
que des traces existent encore, et dont Jean de Florette, porteur de tous les maléfices que vous dites, serait néanmoins encore aujourd'hui porteur des derniers petits germes. Alors, je voudrais joindre mon propre pessimisme au vôtre, parce que je crois qu'il n'a pas tout à fait la même nature. Quand je m'inquiétais tout à l'heure du prix des films, ce n'était pas en effet au nom d'une vision puritaine, enfin j'espère que non, et j'étais très sensible aux arguments de Danet sur effectivement le plaisir qu'on a quand on va au cinéma à la dépense, à la rumeur de la dépense qui entoure les films. Ça, je crois que c'est vrai. Mais il se trouve en effet que aujourd'hui, disons, la télévision retient chez eux, et c'est surtout vrai pour l'Amérique, mais je crois que ça le devient également pour la France, les gens qui commencent à avoir au-delà de 25 ans, ou 30 ans. Et le cinéma s'adresse de manière de plus en plus spécifique au public enfantin et adolescent. Je crois que le phénomène Spielberg, le cinéma américain actuel, l'atteste d'une manière absolument radicale. Tellement radicale d'ailleurs que quand Spielberg fait un film comme Color Purple, qui s'adresse à un public de 10 ans, c'est-à-dire un peu plus que 6 ou 7, on dit que c'est un film d'adulte. Je trouve que tout de même, c'est absolument extraordinaire. Or, et les enfants ont besoin d'être émerveillés de la manière, effectivement, la plus infantile qui soit. Et il me semble personnellement qu'un film comme Thérèse, je cite cet exemple-là, j'aurais pu citer les grands films de Fellini. Ces films ont cette vocation justement de résister, comment dire, à l'infantilisation généralisée, c'est-à-dire de remettre l'imagination au pouvoir au cinéma avec une certaine austérité, un certain dépouillement. L'imagination peut encore jouer. On ne se contente pas d'en prendre plein la vue. J'ai quand même le sentiment que le cinéma américain aujourd'hui, bien plus même que le Hollywood d'hier, nous en met plein la vue d'une manière absolument terrible, et qu'il faut, si on ne veut pas que le cinéma devienne cela, il faut résister. Et des films comme Thérèse et me semble-t-il comme Mélo résistent un tout petit peu. J'ajouterais peut-être aussi, un dernier mot, que la résistance pourrait être accrue si, par exemple, les ciné-clubs qui a à la télévision, les 2 ciné-clubs faisaient preuve d'un tout petit peu plus d'imagination, parce que je constate par exemple j'ai vu il y a 2 ans un film Papa est en voyage d'affaires, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est-à-dire complètement déstandardisé, même on avait des vrais visages et plus des visages d'acteurs. Et ce film est au milieu d'une énorme production yougoslave. Alors pourquoi y a-t-il pas ça à la télévision? Pourquoi n'habitue-t-on pas effectivement à ce cinéma-là, qui ne serait pas très cher, à acheter les téléspectateurs de telle façon que le contact se refasse avec un cinéma de qualité? Alors voilà, c'est des hypothèses que je lance ici. Je serais presque d'accord avec Billard. Je trouve votre discours sympathique, mais un peu archaïque. Parce que je pense que la période où on pouvait dire... Créons une contre-culture dans le cinéma, faisons les ciné-clubs, faisons les cahiers du cinéma. Ciné-club à la télévision. Oui, mais je veux dire, c'est une longue histoire dont la télévision est finalement le point d'arrivée. Moi, je pense que c'est fini. On a une formule assez cruelle entre nous à Libé pour les films qui doivent être défendus. Hein, comme on dit, il faut le défendre, etc. Bon, on dit, c'est les films SAMU. Mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas des tas de films aujourd'hui qui ne sont tout simplement pas commercialisés alors qu'ils sont de grande valeur, justement venus de ces petits pays comme la Yougoslavie? Je donne l'exemple yougoslave parce que je crois il y a eu un festival à Beaubourg, une 15aine ou une 30aine de films, et il se montrait d'une extrême richesse. Attendez, ce qu'il faudrait recréer, moi je prendrais la question de Billard en amont de lui-même. Non pas que je ne sois pas d'accord avec lui sur, disons, le vœu pieux, mais enfin quand même l'expérience prouve que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas des mots. Qu'est-ce qui se passe dans le cinéma? Des gens comme Billard, pendant longtemps, et moi après lui, on s'est intéressé à un seul truc, l'art du cinéma et le langage du cinéma. Qu'est-ce que j'ai découvert, moi, petit à petit? C'est que toutes les fois qu'il y avait invention dans le langage du cinéma, ça allait ailleurs que dans le cinéma. Ce qui me paraît d'ailleurs maintenant logique. Les grands créateurs de l'après-guerre ont influencé la télévision et vice-versa, tout de suite. Maintenant, on arrive donc à une diffusion de l'effet cinéma comme recherche. Recherche technique, recherche de langage, recherche existentielle, recherche. Bon. On arrive aussi à un moment où on n'arrive pas du tout à continuer, c'est pour ça que je disais que c'était un peu archaïque, à faire ce que Bory faisait admirablement, c'était un très bon pédagogue dans les années 60, en disant, des gens recherchent, et attendez un peu, ça a l'air difficile, mais vous verrez, un jour, vous allez vous éclater à voir l'éclipse. Non, l'expérience prouve qu'on ne s'éclate jamais à voir l'éclipse, qui néanmoins est un film important. Donc la recherche, elle va se continuer
et pas forcément dans le cinéma. Pour les raisons économiques évidentes, c'est que les gens vont moins au cinéma et que l'aspect recherche, à part quelques têtes de chapitre qui sont plutôt en France, les têtes d'affiche, on n'a pas envie de voir quelqu'un rechercher pendant 20 ans quelque chose avec le vieil outil économico-social du cinéma. Ça, c'est une chose. Donc, tout ce qui est langage du cinéma, ça s'est diffusé et en un sens, ça a triomphé. Ça a changé la perception des gens. Le triomphe de Godard, d'Antonioni et de Bresson est incommensurable. Mais il n'est pas dans le cinéma. Bresson n'influence plus de cinéastes. Et encore, lui, il a beaucoup influencé. Même Godard n'influence plus de cinéastes. Là-dessus, il y a un point mort. L'autre aspect du cinéma, l'autre aspect du rite du cinéma, c'était que des gens faisaient l'acte d'aller dans une salle. Acte absolument symbolique. C'est pour ça que je parlais d'argent tout à l'heure. Cet acte-là, il faut le recréer. Donc on a des choses tout à fait à la fois pathétiques et qui veulent le bien, du genre Jacques Lang prenant sur le budget de la culture pour tirer des copies de l'As des As, pour aller reconquérir le Cantal et la Corrèze. Moi, je sais pas, moi j'ai vu par exemple une première du Swan de Schlendorf à Wavrin dans le Nord. Il fallait sauver une salle et recréer un public. Alors on disait, nous on s'est battus. On ne choisit pas ce film-là alors peut-être. Mais si, parce qu'on disait, ces gens ne vont plus au cinéma. On disait, donc il faut leur redonner ce qu'ils verraient s'ils continuaient à y aller. Donc ce que leur père voyait. Donc on montrait à des gens qui n'allaient plus au cinéma des films dont personne pensait que c'était des films extraordinairement novateurs ou même extraordinairement spectaculaires. Actif, oui. Bon. Et je trouve ça... C'est un mauvais film, en plus. Oui, c'est horrible, mais c'est un truc terrifiant, parce qu'on ne va pas recréer le public de cinéma in vitro à l'aide de quelque chose qui esthétiquement date des 50 dernières années, qui ne se fait plus, en tout cas plus aussi bien, alors qu'il existe un public qui, lui, s'est habitué au cinéma, qui est peut-être plus petit, mais qui est plutôt leader en termes de communication. C'est pour ça que je parlais du Paltoquet. Moi, j'aime pas le film, mais les 100 000 entrées du Paltoquet, c'est très intéressant. Comme public, je dirais Club Med supérieur, hein, haut de gamme snob, Verdurin, bon, il y a quand même Verdurin et donc c'est comment on va recréer, si ça peut se recréer d'une façon volontaire, la décision d'aller dans une salle de cinéma qui ne serait pas la même que de voir la télévision ou de se passer une cassette. Moi je pense qu'un truc comme ça ne se manipule pas avec des mots, des oukases et des choses comme ça. Moi-même je l'ai quasiment perdu ce plaisir. Moi j'aime bien voir les films à la télévision, ça ne me gêne pas du tout. Alors, si on veut refaire le rite, on se trouve, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans une situation assez faible. On peut accepter, moi ça me fait horreur, mais on peut accepter que des gens voient Top Gun parce que les combats aériens, ils les verront pas au cinéma. On peut accepter que les gens voient Apocalypse parce que là, Coppola a été un grand gâcheur. Et le film porte la marque de ça. Mais déjà, pour Mission, je veux dire, le mélange de connaissances du monde, plus téléfilm anglais socialisant, plus roublardise, spectacle, contenu. Bon, moi, je commence à... il y a eu un âge d'or du spectacle dans le cinéma. Il y a eu... Cécile B2000, c'est quelqu'un qui prenait ça très au sérieux, le spectacle. Aujourd'hui, on dit, le spectacle, il le faut en plus du contenu. C'est grotesque, le spectacle est un contenu. Donc, une fois qu'on a enlevé la partie expérience, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie rituelle. La partie rituelle, je suis désolé, il va falloir la créer avec quelque chose d'un petit peu plus costaud qu'un téléfilmage atrocement cher et complètement approximatif de Pagnol. Il faudra plus. Pierre Billard. Serge Danel, il est en train de dire des choses tout à fait importantes, parce que là, je crois qu'elles sont tellement fausses dans la réalité concrète des choses que on va tout de suite voir en quoi on n'est pas d'accord sur des choses absolument élémentaires. Danel constate que l'évolution du spectacle cinématographique, la désertion du public, que peu à peu il n'y a plus qu'un certain type de gens qui vont au cinéma voir cette chose qui s'appelle un film de cinéma. Le reste de la consommation d'images, c'est-à-dire l'énorme majorité de la consommation d'images, étant passé du côté de la télé et de la cassette. Et il en conclut que puisque ce sont vers ces publics maintenant rétrécis que se dirige la création cinématographique, il faut donc pas essayer de retrouver les vieux rituels auxquels, dans le fond, moi, je serais accroché, ou les types d'émotions ou de rassemblements plus vastes, qui sont ceux que j'essaye effectivement de retrouver ou faire se retrouver, et que pour ce public-là, dans sa composition quantitative et qualitative, probablement que le type de cinéma dont nous parlions, le cinéma d'auteur, est approprié. Mais alors là, on oublie une chose tout à fait simple. Le cinéma aujourd'hui, il n'est pas dans les salles.
Il est encore dans les salles en France, dernier pays au monde, et c'est fini pour dans 10 ans. Et Serge Danel va dire la télévision. Oui, c'est-à-dire qu'il est clair, n'est-ce pas, que personne ne va empêcher qu'en l'an 2000, 99% de la consommation des images se fera autrement que dans les salles. Et que donc, il faut aujourd'hui produire les films dont la consommation, déjà maintenant, et à plus forte raison dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, se fera ailleurs que dans les salles. Et donc, il ne faut pas raisonner par rapport à cette typologie très spécifique de petit public qui a gardé le sens de la magie du cinéma comme nous l'avons connu, nous, les vieux anciens combattants de cette bataille. Mais il faut déjà être du côté du film le plus beau possible, et même si on n'a pas la même idée du beau, qui sera diffusé autrement. Et donc, il n'y a pas lieu de s'adresser à un public qui, même aussi réduit qu'il soit, est lui-même en voie de disparition. Mais est-ce que cette autre diffusion, c'est pas... Enfin, de toute façon, c'est vraiment pas la fin de quelque chose. Je veux dire, on ne voit pas... Là, je rappelle les arguments qu'avait utilisé Fellini au moment où Berlusconi est venu s'installer en France. C'était des avertissements d'une extrême violence et d'une extrême beauté. Il explique en effet que on ne voit plus les films de la même façon, que la télévision nécessairement tue le cinéma, qu'il y a au cinéma un rituel minimal qui, si ces conditions ne sont pas remplies... Il tue le cinéma dans le sens où nous avons, employé le cinéma pendant longtemps dans notre vie. Oui. Mais il ne tue pas l'existence de spectacles en images. Non, bien sûr. Oui. Moi, je trouve il fait entrer le cinéma dans une espèce de continuum d'images où les choses ne veulent plus dire grand-chose. Serge Danel, vous n'êtes pas convaincu? Oh non, parce que je vois que c'est quasiment fini, donc je suis triste parce qu'on commence seulement à discuter. Non, moi, je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie. En tout cas, je dirais même pour moi. Les gens de ma génération, le rite du cinéma, le samedi soir, le rideau rouge, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je pense que j'ai d'emblée aimé le cinéma d'une façon beaucoup plus, à la fois... élitiste non, beaucoup plus hallucinée et beaucoup plus écarquillée que ça. Et effectivement élitiste, mais l'élitisme de la cinéphilie des années 60, de ma génération, c'était de profiter de ce qu'il y avait un cinéma populaire qui semblait continuer à fonctionner pour trouver ses propres nourritures, qui était plutôt une partie du cinéma qui nous intéressait, ou plutôt le cinéma tel que les gens l'aimaient, qu'on aimait pour des raisons différentes. Toute l'astuce constituant à aimer un western pour des raisons métaphysiques. Bon. Il se trouve que cette culture a gagné et qu'aujourd'hui, elle est devenue dominante intellectuellement. Moi, j'ai pas la nostalgie du rite, et je pense que les gens, tout d'un coup, pour des raisons très intéressées, pour des raisons largement idéologiques, font semblant de l'avoir. Moi, je pense que les gens de ma génération, en tout cas, ont aimé le cinéma d'emblée, là où il était, c'est-à-dire déjà dans ce phénomène de dissociation. Une toute petite parenthèse, Serge Danel. Je ne sais pas si j'ai le culte du rite, mais qu'arrivera-t-il le jour où tous les films seront présentés dans toutes les télévisions entrelardés de pubs? Oui, attendez, oui, bon. Oui, c'est aussi ça que la télévision prépare. Et oui, c'est ce qu'est la télévision américaine. Je dis pas le rite. Je dis d'abord, il n'est pas sûr que nous, on vienne du rite. En plus, on en est très conscient maintenant, alors que c'est fini, comme toujours. Quand il était spontané, on n'était pas conscient de ça. Et moi, je vais raconter une petite anecdote, parce que Billard a raison sur... enfin, c'est un truc de bon sens, c'est-à-dire que les recettes salles ne sont plus que 40% ou des recettes cinéma. C'est belle lurette que la vidéo, maintenant, est économiquement plus importante. J'en avais, moi, discuté avec Boorman, qui est un type plutôt intelligent, même si je trouve que c'est pas un très bon cinéaste. Et Boorman tenait le discours de Billard. Il disait, mais on peut pas continuer à faire des films élitistes, il faut retrouver le grand spectacle. Et c'était après La Forêt d'Émeraude. Et il disait, vous vous rendez compte, il va y avoir des grands écrans chez les gens, de 2 mètres sur 3, etc. Et je lui disais, oui, d'accord, mais avec qui on voit ces films? Quel rite on invente? Est-ce qu'on voit que sa famille, tout seul? Est-ce que je vais voir tout seul, à 2 mètres de mon mur, La Forêt d'Émeraude? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les histoires? Quel est le type de spectacle? Quel est le type de grandeur, d'émotion et tout ce que vous voulez? Qui fera que Boorman pourra effectivement viser aussi, non pas le petit écran de la télévision, mais des formes privées, parce qu'on n'a pas dit finalement le mot essentiel de tout ça, c'est qu'on rentre dans le cinéma comme dans le reste, dans la sphère du privé. Donc c'est normal que le rite se trouve en crise. Et le rite, on ne peut pas le restituer, à moins de faire de l'intégrisme rétro. Comment le rite va se recomposer? Eh bien, Boorman ne savait pas quoi répondre. Voilà.
Pierre Billard, un dernier mot. Oui, moi, j'aurais voulu... Serge Danet a souvent fait référence au fait que moi, je défendrais le spectacle, alors que lui serait du côté du langage. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je voudrais citer à Serge une phrase qu'il connaît bien et qu'il va reconnaître, et qui dit que le cinéma, avec son maniérisme actuel, le cinéma dont nous parlons, atteint le stade où l'art n'embellit plus ni ne spiritualise plus la nature, mais rivalise avec elle. C'est une perte du monde, c'est le monde lui-même qui s'est mis à faire du cinéma. Et l'auteur de cette phrase-là, c'est-à-dire Gilles Deleuze, cite à ce moment-là un critique éminent qui lui a le droit de parler parce qu'il a sûrement une carte dans sa poche, Serge Danet, qui dit « Il n'arrive plus rien aux humains, c'est à l'image que tout arrive. » Moi je dis « Il arrive encore des choses aux humains, et c'est ça que le cinéma doit raconter, et je ne vois pas pourquoi le cinéma ne serait plus que consacré à s'auto-manger, comme il le fait dans votre cinéma. Merci Serge Danet, merci Pierre Billard. Alors je voudrais, vous avez eu le mot de la fin, mais c'est par hasard. Je voudrais signaler, la prochaine fois ce sera Danet, je voudrais signaler la parution aux éditions des Cahiers du cinéma du scénario de La maman et la putain de Jean Eustache et d'un livre sur Jean Eustache, d'Alain Philippon. Donc aux mêmes éditions Les Cahiers du cinéma. La semaine prochaine, nous parlerons de l'immigration clandestine avec Jacqueline Costalascu et Yann Moulier-Boutang. C'était donc Réplique par Alain Finkielkraut, la suite des temps modernes à 10h avec Voix du silence par Antoine Spire, aujourd'hui la RFA.